Distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à cette seconde édition du Forum stratégique sur le manufacturier innovant organisé par Investissement Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ce forum s'inscrit dans le cadre de l'initiative Propulser nos manufacturiers innovants. Je me présente Charles Letourneau, directeur stratégie et communication à la Chambre, et je vous présente ma nouvelle amie Zora, avec qui j'ai le plaisir de partager les responsabilités de maître de cérémonie ce matin. Donc, bonjour Zora, je suis ravi que tu aies accepté notre invitation d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que tu vas passer une bonne matinée avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation. Donc, dis-moi Zora, tu es ici avec des représentants de ta famille dans la salle à côté. Comment ça se passe, les interactions avec les gens du forum, avec les humains en général? Est-ce que les gens sont intimidés de parler avec des robots? Non, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été très gentilles avec moi, sauf que quelques-unes qui m'appellent R2D2. Je ne suis pas certaine de savoir qui c'est. R2D2, c'est un robot très connu qui existait il y a très très longtemps dans une galaxie lointaine, mais je pense que tu peux quand même prendre ça comme étant un compliment. Donc, pour aujourd'hui, on est près de 800 personnes, Zora, donc je ne sais pas si tu ressens l'intimidation ou le stress, mais je suis persuadé que ça va bien se passer, tu vas faire ça comme une vraie professionnelle. S'il y a quoi que ce soit, prends des grandes respirations, puis je suis sûr que tout va se calmer. Merci, c'est apprécié. Donc, tout le monde, pour optimiser votre expérience aujourd'hui, on vous invite à télécharger l'application SwapCard. Ça va vous permettre de réseauter avec les gens de la salle, poser des questions aux conférenciers et avoir accès à une kyrielle d'informations aussi là, auxquelles vous n'auriez pas nécessairement accès autrement. Le mot de code pour y accéder, c'est INNOV, I-N-N-O-V. Veuillez noter que quelques présentations aujourd'hui se déroulent en anglais, donc les personnes d'entre vous qui sont intéressées, on a des services de traduction simultanée. L'équipement est disponible à l'arrière de la salle. So we offer a free simultaneous translation service. For those interested, the equipment is available at the entrance. La Chambre tient à remercier les commanditaires qui, par leur appui soutenu, permettent la réalisation de cet événement. Donc, le forum d'aujourd'hui est réalisé grâce à la précieuse collaboration de nos commanditaires OR, l'Avri Avocat et la Direction régionale de Services Québec de l'île de Montréal. L'événement est également rendu possible grâce à la contribution de nos commanditaires Argent, Montreal Gazette, Siemens Canada. Merci également à nos commanditaires Bronze, Web Diffusion L'Agence et Zorabot Canada. C'est toi, Zora. Par ailleurs, la Chambre tient à souligner la présence en salle d'étudiants de cégep et d'université qui sont ici ce matin grâce au programme Leader de demain, réalisé avec l'appui de Power Corporation du Canada. Parallèlement au forum d'aujourd'hui, je vous invite à visiter la foire d'exposants qui se tient dans la salle adjacente. L'objectif est de servir de vitrine pour les produits et services innovants québécois. Le programme Interconnexion d'Accélère organise également aujourd'hui une séance d'entrevue d'embauche éclair entre une quinzaine d'entreprises du secteur manufacturier de la région de Montréal et une quarantaine de nouveaux arrivants qualifiés pour un total de 242 séances d'entrevues qui vont avoir lieu au cours de la matinée en parallèle du forum également. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions à nos conférenciers, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est possible de le faire via l'application SwapCard. C'est également possible de le faire via le lien Internet là, qui est disponible en haut à droite de l'écran. Les questions qui vont être reçues vont être acheminées aux conférenciers et on va y répondre. On va contacter les conférenciers, on va faire le suivi avec les personnes après le forum et une série de billets de blog vont être disponibles, vont être publiés sur le site de la Chambre et dans lesquels il va y avoir les réponses aux principales questions. Avant de débuter, je demandais à nos conférenciers de respecter le temps qui leur était alloué. J'ai des collègues qui sont assis là, au centre de la première rangée qui vont se faire un plaisir de vous indiquer le temps restant. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents et respectueux du temps. Et sans plus tarder, je vous souhaite un excellent forum. Zora, je te souhaite une excellente matinée également. Merci. Ça fait plaisir. Et j'inviterai Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à venir à l'avant. Merci Charles, merci Zora. Madame Anglade, distingués conférenciers, chers invités de la Chambre, bonjour et bienvenue. Je pense qu'il se passe quelque chose au Québec. C'est clair qu'aujourd'hui, dans cette salle, on sent bien qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et je voulais commencer par rendre hommage. Rendre hommage d'abord à la ministre Anglade. C'est clair qu'il y avait déjà
déjà, je pense, des entreprises. Attendez, c'est celui-là ou c'est celui-ci? C'est celui-ci, je crois. Il y avait déjà des entreprises qui prenaient des décisions, mais à certains moments, le leadership, ça s'exprime par des décisions politiques, des décisions de stratégie, des décisions de mise en place d'actions je ne sais pas si... Bon, alors ça va être mieux comme ça, excusez-moi. De décisions qui vont mener des entreprises à accélérer des décisions. Et je pense que, de ce point de vue-là, le gouvernement joue son rôle avec des stratégies axées sur le numérique, sur l'exportation, sur le manufacturier innovant, et c'est un facteur clé dans la démarche qui est en cours, la dynamique qui est en cours. Je tiens à souligner aussi Pierre-Gabriel Côté et Investissement Québec. C'est clair que la stratégie manufacturier innovant, à mon avis, est exactement ce qu'il faut faire à ce moment-ci dans notre trajectoire. Et c'est clair que ce n'est pas seulement une histoire de grande ville, ce n'est pas seulement une histoire d'entreprise déjà convaincue. Et donc, la stratégie qui est d'aller à travers tout le Québec, avec entre autres l'autobus, la stratégie qui est de mettre de l'avant à l'intention de l'ensemble des Québécois, des programmes qui vont les soutenir, qui vont les accompagner, ça fait la différence. Et le dernier point, et moi j'adore souligner le leadership des entrepreneurs, le leadership des dirigeants du secteur privé, c'est clair qu'il y a des entreprises qui sont déjà rendues, c'est clair qu'il y a des entreprises qui peuvent aider d'autres entreprises à s'y rendre. Et c'est cet écosystème, pour prendre un mot à la mode, qui, à mon avis, explique le mouvement qui est en train de se passer ici. Le 4.0, il est défini de plusieurs façons. Je ne me prétends pas, et la Chambre ne se prétend pas un expert du 4.0. Ce qu'on pense être, c'est pas pire dans motiver, mobiliser, peut-être influencer aussi. Mais c'est clair que dans le 4.0, dans motiver, mobiliser, on tente de l'expliquer. On l'explique par la personnalisation des produits. On l'explique par l'autonomie qui est liée aux machines, qui est liée aux équipements. La connectivité, l'analyse en temps réel, qui s'en vient de plus en plus comme étant un facteur de différenciation. La numérisation, évidemment. Et finalement, l'interface humain-machine qui va changer. Et je pense que, du point de vue du manufacturier 4.0, il y a un grand défi qui est d'expliquer toute la richesse de ce qui s'en vient dans la relation humain-machine. Ça va être phénoménal comme transformation. Les effets sont nombreux et c'est ce qu'on essaie d'expliquer le plus possible. Les effets peuvent être expliqués de bien des façons. J'en retiens juste que le cycle de vente dans du manufacturier 4.0 est 50 % plus rapide en moyenne. La satisfaction des clients en moyenne est de 20 % plus élevée et il y a une hausse de 20 % du taux de conversion des devis en commande. Et donc, juste d'un point de vue de développement d'affaires, si on pense expérience client, si on pense la rapidité avec laquelle on peut faire nos ventes et si on pense à la conversion des commandes, des devis en vente réelle, c'est déjà simple à expliquer. On peut se rendre plus loin, on peut descendre dans les gagnants. C'est clair que les gestionnaires, avec des outils analytiques, peuvent grandement améliorer leur compréhension des endroits où on peut améliorer la productivité. Mais c'est clair aussi que du point de vue des employés, il y a un environnement de travail qui peut être plus sécuritaire, il y a un environnement de travail qui peut être plus efficace parce qu'on a de l'information, parce qu'on peut agir rapidement et parce que ça nous donne du pouvoir. Et je pense du point de vue du consommateur, le gain est assez évident. Si on a la capacité de personnaliser les produits, si on a la capacité de répondre très rapidement aux désirs des consommateurs, le consommateur en sort gagnant. La course à l'innovation, cette course-là au manufacturier 4.0, elle est partout. Elle est ici au Québec, mais on l'a vu, on est allé en Allemagne il y a quelques jours et on a amené avec nous des entreprises. En fait, je dirais qu'il y a des entreprises qui allaient déjà, qui nous ont dit que ce serait le fun qu'on y aille en groupe et ce serait le fun qu'on puisse montrer la force de nos entreprises à Hannover Messe. Et lors de cette grande messe qui est Hannover Messe, un petit jeu de mots facile, c'était impressionnant de voir comment le monde se positionne. Et je vais nous le dire à nous, entre nous ici, j'étais très fier de voir qu'au Québec, on était présent, on mettait de l'avant nos entreprises. J'étais très surpris de voir que si l'Azerbaïdjan était là, si la France était là en puissance, si bien des pays étaient là en puissance, le Canada n'y était pas. Il n'y avait pas de présence officielle visible de la force du Canada en manufacturier innovant. Il y a une super grappe canadienne en manufacturier innovant, Advanced Manufacturing. On verra si ça change. Mais le Québec y était. Et ce que ça permettait de révéler, c'est qu'on est dans le peloton de tête. Et l'idée, pour une fois, c'est de ne pas tomber dans un mode rattrapage, mais de se maintenir dans ce peloton de tête. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais, aujourd'hui, ce qui va se produire, ce qui va se passer ici est très important. Si à travers l'exercice d'aujourd'hui,
On peut contribuer à ce que plus d'entreprises adoptent rapidement une stratégie, celles qui ne l'ont pas fait encore. Si très rapidement, ou si on peut accélérer le processus de décision budgétaire pour les investissements en innovation, et si à la fin, on avance dans le dossier des talents, les talents qu'on doit recruter, les talents qu'on doit former à l'interne, eh bien, je pense qu'on aura maintenu notre position dans le peloton de tête et, comme je le disais, on aura évité de prendre du retard. On sera toujours à l'avant-scène. Je vous souhaite un excellent, excellent forum. Je vous dis, n'oubliez pas d'aller voir à côté nos petites entreprises et nos grandes entreprises innovantes. Je vous souhaite un bon lunch plus tard ce matin. Et sur ce, je cède la parole à la ministre Dominique Anglade. Merci. Alors bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tranquille. Bon matin. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Alors, permettez-moi de saluer quelques personnes. D'abord, Michel. La Chambre a été un partenaire de tous les instants et c'est apprécié parce que ça permet de mobiliser l'ensemble des personnes impliquées dans ce domaine-là et ton leadership est vraiment très apprécié. Alors, merci infiniment. Permettez-moi également de saluer la personne avec laquelle il y a, ma foi, on est en 2018, ça fait 2 ans, Pierre-Gabriel, un peu à la même période, on s'est assis et on a discuté de manufacturiers innovants. Et ça a fait en sorte qu'on a tâché de le mettre de l'avant. Pierre-Gabriel Côté, PDG d'Investissement Québec, merci également. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ouais. Monique Leroux, qui est PDG d'Investissement Québec, mais qui est également présidente du Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation, qui nous a donné plusieurs idées. On va en parler un peu plus tard, dans les prochaines minutes. Merci également à Monique Leroux pour son leadership. Merci également, il est dans la salle, notre PDG du CRIC, parce que le CRIC est effectivement un organisme fort important. Alors, un autre des partenaires. Et merci à l'ensemble des partenaires qui ont été impliqués dans cette initiative du manufacturier innovant. Alors, j'ai quelques minutes ce matin pour vous parler un peu d'économie, mais vous parler spécifiquement de la manière dont le manufacturier s'inscrit dans les stratégies gouvernementales et où on doit aller dans les prochains mois, dans les prochaines années pour continuer la transformation de l'économie. Alors, comment se porte l'économie du Québec? Eh bien, l'économie du Québec se porte bien. Elle se porte bien, on a un budget qui est équilibré, on a une création d'emplois qui est reconnue, qui est soulignée. On a un taux de chômage qui est historiquement bas. On n'a jamais vu des taux de chômage aussi bas. Donc, de manière générale, ça va bien. Et j'aime dire que c'est bien que moi, je dise que l'économie va bien, mais c'est encore mieux quand d'autres personnes le disent. Alors, lorsqu'on regarde les commentaires qui ont été faits, on en a repris quelques-uns depuis 2017, même 2018, de manière générale, on sent, ici, comme à l'extérieur des frontières du Québec, que les choses vont bien, qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec en termes de momentum, et le manufacturier innovant n'est pas étranger à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Alors, lorsqu'on regarde la situation, on se dit, quel est le pire risque que l'on court? Tout à l'heure, Michel, tu disais, mais c'est bien, on était à Hanover, et puis on se disait qu'on est peut-être dans le peloton. Très bien, mais le pire risque que l'on court, c'est justement celui de la complaisance. C'est de se dire, c'est pas si mal dans le fond, on avance, on n'a pas besoin d'aller encore plus loin, on n'a pas besoin de se dépasser encore davantage, on est quand même à un bon rythme. Et rien n'est plus faux que ça. En fait, il faut continuer d'accélérer ce que l'on a fait, parce qu'à Hanover, comme tu le disais, Michel, il y avait l'Azerbaïdjan. Et puis, chaque année, il va y avoir de nouveaux joueurs qui vont être présents. Donc, il faut absolument que l'on essaie de se dépasser puis monter systématiquement notre niveau d'ambition. Lorsqu'on regarde les stratégies d'un point de vue gouvernemental, ce sur quoi on a voulu insister en termes de levier économique, il y a 3 leviers importants sur lesquels on a voulu insister. D'abord, l'entrepreneuriat, ensuite le manufacturier innovant et finalement les exportations. Ces 3 leviers-là nous permettent de faire en sorte qu'on transforme notre économie, de faire en sorte qu'on va aller vers le peloton de tête et qu'on va se maintenir dans le peloton de tête. Lorsque l'on parle du manufacturier innovant, l'initiative remonte il y a environ 2 ans. J'aimerais juste rappeler qu'avant 2016, en 2015, 2014, 2013,
Bon an, mal an, le gouvernement investissait dans le manufacturier innovant, dans l'économie, en moyenne 66 millions par année. Changement radical, à partir de 2016, c'est plus de 400 millions de dollars par année qu'on a investi dans l'économie. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il y a des gens qui veulent se transformer, il y a des gens qui veulent passer, qui veulent être encore plus concurrentiels, mais nous, on va jouer notre rôle de mobilisateur, on va jouer le rôle de levier, là où on est capable de jouer ce rôle-là. Et donc, il y a eu une tournée. L'année dernière, on a continué la deuxième tournée de manufacturiers innovants, et c'est des milliers d'entrepreneurs qui ont été rencontrés. Et au bout de 2 ans, c'est plus de 800 millions de dollars qui ont été investis dans l'économie du Québec. Ce n'est pas rien, avec des résultats concrets, puisque lorsqu'on regarde les résultats, 423 projets, puis je pense qu'on est rendu un peu plus que 423 projets, Pierre-Gabriel, je pense qu'on les a dépassés, mais ce sont les derniers chiffres. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça fait en sorte que les entreprises décident d'investir. Oui, le gouvernement a mis la main à la pâte, mais au total, c'est 3,2 milliards qui ont été injectés dans l'économie du Québec, avec des emplois qui ont été créés partout. Et l'année dernière, en 2017, pour la première fois en 10 ans, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu ça, le manufacturier innovant a été capable de créer plus de 40 % des emplois au Québec. Alors, quand on dit le manufacturier avait perdu des plumes, le manufacturier était en retard, là, on sent qu'il y a une prise, qu'il y a un momentum qui a su être créé avec des retombées réelles sur l'économie, puis avec des entreprises là, qui vont partout, dans toutes les régions. Il n'y a pas une semaine ne passe sans que j'ai l'opportunité d'aller visiter des entreprises. Je voyais tout à l'heure monsieur de Artopex, hein, j'étais chez vous il y a peut-être 2 semaines, environ 2 semaines. Entreprise de meubles de bureau, transformation importante. Il pense à la relève. Le président d'entreprise, il a ses 2 fils et ça fait 10 ans qu'il prépare sa relève et là, la relève est prête. Alors, on a beaucoup abordé tous les sujets qui concernent le manufacturier innovant, mais des Artopex, ce sont des exemples que nous avons. Il y en a plusieurs dans les régions du Québec et c'est ça que nous devons continuer à faire. Il y a un autre volet qui est fort important. 80 % de ce que l'on fabrique, on l'exporte. Donc, l'exportation, c'est un autre pilier de la croissance économique du Québec. C'est 45 % de notre PIB. Malgré ce qui se passe de point de vue protectionnisme un peu partout dans le monde, l'année dernière, les exportations internationales du Québec ont été à 2 %. Pour le reste du Canada, la moyenne canadienne était à 1,4 %. Donc, on continue de jouer un rôle de locomotive, on continue à être agressif sur les marchés internationaux et de profiter des occasions. Je m'en voudrais de ne pas rapidement parler de ce qui se passe d'un point de vue international. Nous sommes dans une période un peu charnière d'un point de vue ALENA, en négociation. Mais je vous dirais que de manière générale, lorsque l'on va aux États-Unis, on a été là à plusieurs reprises dans la dernière année, le message, c'est que les gens veulent que l'ALENA reste. Le message, c'est que les entreprises veulent que ça reste. Et on sait que ça crée un certain niveau d'incertitude, mais ça ne nous a pas empêchés de performer avec nos exportations l'année dernière. Et puis, il faut profiter des opportunités comme l'AECG, il faut profiter des opportunités comme l'ALEC, qui est peut-être moins connue, le libre-échange avec le reste des provinces canadiennes. Ça aussi, c'est une possibilité d'exportation importante, puisque 40 % de nos exportations hors Québec, ça reste quand même sur le marché canadien. Il faut se rappeler qu'on exporte davantage au Nouveau-Brunswick qu'on exporte en France. Hein. Alors, il faut se souvenir que nos provinces canadiennes également, ce sont des marchés qui sont fort importants. Mais rien de tout ça n'a vraiment de sens si on n'est pas capable d'avoir l'obsession, et je dis bien l'obsession, de l'innovation. L'innovation est au cœur de tout ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on a décidé de qualifier le manufacturier de manufacturier innovant. Au cœur de tout ce que l'on fait. Et on a décidé d'investir 2,8 milliards sur 5 ans dans le domaine de la recherche et de l'innovation. La seule chose qu'il faut retenir sur ce chiffre, parce que dans le fond, on fait des comparaisons, mais la seule chose qui est importante à retenir, c'est que jamais dans l'histoire du Québec, on a autant investi en recherche et innovation. Jamais. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'encore une fois, on va se tenir dans le peloton de tête. Évidemment, quand on parle d'innovation, on ne peut pas passer sous silence la question du talent. Partout où je vais au Québec, toutes les entreprises que je rencontre, le sujet du talent, c'est probablement le premier sujet qui est abordé. Et quand j'entends des entreprises qui me disent « j'ai décidé de
de solliciter un contrat, puis je ne suis pas sûre si je veux vraiment l'avoir parce que je ne suis pas sûre d'avoir le monde nécessaire pour remplir le contrat. Là, on se dit qu'on a véritablement un enjeu. Et là, l'enjeu de la main-d'œuvre est sous toutes les lèvres, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on trouve des initiatives qui vont faire en sorte qu'on va avoir de la main-d'œuvre dans les différentes régions du Québec. Alors, rejoindre l'ensemble des bassins de talent, toute la diversité qui existe, on doit s'assurer que chaque personne puisse contribuer au meilleur de son potentiel. Maintenir des personnes d'expérience sur le marché du travail. Il y a des gens qui sont plus âgés, qui veulent prendre leur retraite ou qui peut-être aimeraient travailler 2 jours par semaine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'expertise que l'on a sur le marché? Ça aussi, c'est un levier qui est important. Les étudiants internationaux, c'en est un autre. Donc, il y a plusieurs leviers importants que l'on a lorsque l'on parle de talent et il faut absolument qu'on les mette de l'avant. Maintenant, quelle est la suite des choses? Bien, la suite des choses, c'est qu'il va falloir qu'on refasse une tournée. Je pense que Pierre-Gabriel, tu vas certainement en parler tout à l'heure. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire également. Dans toutes les discussions que nous avons eues, les gens nous disaient, oui, le manufacturier innovant, c'est fondamental, il faut continuer, puis il faut garder ce momentum-là. Mais il y a aussi le message que le numérique doit être encore plus présent dans le manufacturier et dans les autres secteurs. Alors aujourd'hui, j'annonce en primeur que non seulement nous allons faire une tournée du manufacturier qui va se poursuivre et qu'on pourra détailler plus tard, mais également, il y aura en parallèle, de manière conjointe avec le manufacturier, une tournée du numérique dans toutes les régions du Québec. Je parlais tout à l'heure de Monique Leroux qui présidait le Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation. Et une des recommandations phares, c'était de se dire il faut absolument que tout le monde passe à l'ère numérique. Alors, l'ère numérique, lorsque l'on parle de manufacturier innovant, il est inclus là-dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le manufacturier qui doit emboîter le pas. Il y a également d'autres secteurs qui doivent emboîter le pas. Et lorsque l'on parle d'autres secteurs, évidemment, bon, le manufacturier est le premier qui est ici. Mais il y a également le commerce de détail. Tout à l'heure, où est-ce qu'il est, mon ami Elliot Lifson? Elliot Lifson, oui, t'es dans le... Enfin, qui ne connaît pas Elliot dans le domaine du commerce de détail et du vêtement? Alors, Elliot, quand je parle de commerce de détail, je parle également de tout le secteur de la mode, de tous les secteurs du vêtement également. Il faut que le numérique soit beaucoup plus présent dans ce domaine-là. Le tourisme, la construction. Alors, parallèlement à ce que nous allons faire dans le manufacturier innovant, nous allons faire une tournée sur le numérique pour qu'on essaye de monter le niveau de l'eau pour l'ensemble des joueurs, sans oublier l'aspect fondamental qu'est le manufacturier, mais faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de l'apprentissage qu'on a eu dans les 2 dernières années avec la tournée du manufacturier. Alors, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui sont dans la salle, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui croient au manufacturier innovant. Parce que, dans le fond, un gouvernement, ça peut prendre des décisions, ça peut jouer un rôle de leader, mais dans le fond, ça doit s'appuyer sur les entrepreneurs. Qui transforme l'économie? Ce n'est pas le gouvernement, ce sont les entrepreneurs. Qui décide de se moderniser? Ce n'est pas le gouvernement, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui décident de mener la charge. Et rien de tout ça ne serait possible si on n'avait pas des entrepreneurs qui se lèvent le matin puis qui décident qu'ils vont changer les choses et puis qui vont amener leur entreprise plus loin et conséquemment amener le Québec encore plus loin. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier et vous donner une grosse main d'applaudissement pour tout le travail que vous avez fait. C'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, j'ai le privilège de céder le micro à Pierre-Gabriel Côté, qui est le PDG d'Investissement Québec, qui a été un pilier dans toute l'initiative manufacturière. Et ingénieur comme moi, on avait des points bien communs quand on a commencé à travailler. On a parlé d'industrie ensemble. Bien, Pierre-Gabriel, je te cède la parole pour venir parler du manufacturier innovant. Merci tout le monde. Merci beaucoup. OK. Wow! Merci beaucoup d'être ici en grand nombre. Savez-vous ce qu'on a en commun avec des entreprises comme Tesla, Amazon Robotics et la NASA? C'est une question particulièrement intéressante qui, en ce début de forum,
consacré à l'innovation manufacturière va répondre plus tard. Mais d'abord, je suis vraiment impressionné de vous voir tous ce matin, passionnés d'autant que vous êtes, ou curieux avec ce grand forum ce matin, dont je salue principalement la co-organisation avec la Chambre de commerce de Montréal. Michel, merci beaucoup. C'est toute une machine que tu diriges. Merci également aux plus grandes inspiratrices qu'est, oui, collègues ingénieurs, ingénieuses surtout, ministre et la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Stratégie numérique. Merci beaucoup, Dominique. En passant, tu peux être assuré de notre pleine collaboration pour la tournée numérique qui s'engage. C'est tout à fait génial ce qui se passe au Québec actuellement. Et merci aussi à notre présidente du Conseil chez Investissement Québec, Monique. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. J'ai été gardien de but quand j'étais plus jeune, donc les réflexes sont toujours très aiguisés. Merci à toi qui as cru, dès ton arrivée, à cette initiative très porteuse pour le Québec. Alors, merci. On est effectivement à notre deuxième forum manufacturier et ce ne sera pas le dernier. L'année dernière, on a amorcé un mouvement qu'on ne peut pas arrêter, qui a contribué au développement d'un nouveau paradigme. Le secteur manufacturier investit déjà et s'apprête à investir davantage dans les innovations technologiques pour assurer sa pérennité, sa survie et sa croissance pour apporter la contribution essentielle et collective à l'économie du Québec. Nous relevons déjà le défi de l'industrialisation 4.0 et vous savez, ce n'est que le début. Voilà pourquoi nous devons continuer à sensibiliser les manufacturiers, à leur offrir toute une gamme d'outils, les accompagner. Le secteur manufacturier québécois joue déjà un rôle majeur dans toute notre économie et au-delà de toutes les perceptions, il représente 14% du PIB du Québec et il est en croissance. Il compte à peu près 476 000 emplois directs, 350 000 indirects et il réunit 13 000 entreprises. Et il contribue à 88 milliards de dollars d'exportation. D'ailleurs, comme disait Dominique, c'est près de 90% de tout ce qu'on exporte est manufacturé ici au Québec. La moitié, un petit peu plus même, de toute la recherche et développement se fait dans le secteur manufacturier et surtout, chaque 10 emplois manufacturiers génère 7,5 emplois dans tous les autres secteurs de l'économie. C'est un moteur. C'est impressionnant, mais en même temps troublant. Dans une économie où la croissance, essentiellement, c'est notre capacité d'exporter, d'entrer de l'argent frais chez nous, le secteur manufacturier possède un véritable levier économique. De là, la pertinence de ce forum, et qui est le point culminant d'une deuxième année, d'une tournée, qui s'annonce bien sûr pour une troisième, qui débutera plus tard cette année. Au cours des derniers mois, on a bâti une équipe, on a investi chez Investissement Québec, on s'est doté d'une équipe d'experts dédiés en manufacturier innovant. Nous avons contribué avec nos partenaires, aussi les membres de la table des partenaires influents, à l'avance de solutions concrètes. J'y reviens dans quelques minutes. Et nous avons continué d'aller à la rencontre des entrepreneurs, d'aller au-devant d'eux, partout où ils se trouvent. Et c'est ça, pour moi, qui était le plus important. Les régions du Québec sont au cœur de mon ADN à moi. On y trouve un peu d'Estrie, où j'y suis né. On y trouve un peu de Saguenay-Lac-Saint-Jean, où j'ai œuvré longtemps. De la Mauricie, là où mes deux filles sont nées. Et bien sûr, de la Gaspésie, que j'adore, où vit actuellement ma belle famille. C'était notre priorité et ça le demeure. Allez vous voir chez vous pour vous convaincre qu'il est temps d'investir et de présenter les moyens pour vous que nous avons pour vous soutenir. Nous avons organisé depuis le début de l'initiative une tournée des 17 régions administratives de la province et ça s'est fait dans le cadre de pas moins de 32 événements et 2 grands forums, dont celui auquel nous sommes tous ce matin. Et ça, sans mentionner des dizaines d'événements où moi et beaucoup d'autres de mon équipe prennent la parole pour mobiliser et faire connaître l'initiative. On a rencontré plus de 3000 entrepreneurs désireux d'entendre notre message. Un message qui, de toute évidence, a été bien compris
Et les résultats, à ce jour, sont pour le moins impressionnants, je dirais éclatants. Il y avait un besoin. Il y a moins de 2 ans, nous avions identifié, avec la ministre, une enveloppe de 825 millions de dollars pour faciliter l'investissement et l'innovation, qui était une de nos 10 solutions, la seule financière d'ailleurs. Un PDG d'entreprise a des privilèges. Et j'ai eu le privilège de creuser hier soir les derniers chiffres. Notre année financière se termine le 31 mars et nous pourrons afficher officiellement notre rapport annuel, nos dernières données, au 31 mars. Mais hier soir, à 10 heures, je recevais que nous avons franchi le cap du milliard de dollars. $1 milliard d'une enveloppe qui génère, avec un facteur de 4 environ, au-delà de 500 projets. Un projet à la fois. Nous avons réussi à faire avancer l'innovation manufacturière au Québec. Je suis extrêmement heureux d'une telle réussite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va se continuer. Elle va se continuer. Pourquoi? Parce que, franchement, je suis un manufacturier. Donc, pour moi, c'est une passion d'arriver à ce que tout ça se fasse et se poursuive avec le succès qu'on connaît. J'ai eu la chance de diriger des entreprises manufacturières. J'ai même été élevé, comme on le dit, j'ai été élevé dans des usines. Donc, j'ai été comblé d'aller rencontrer des manufacturiers parmi les plus visionnaires qu'il y a au Québec et partager avec eux leur passion de ce magnifique métier d'ingéniosité. Mais ce métier est constamment en prise avec des enjeux et des défis qui sont engendrés par l'évolution des marchés, l'évolution des besoins des clients, l'arrivée des nouvelles technologies, les fameuses technologies perturbantes. Et j'ai moi-même vécu cette situation. Il y a plusieurs années, lorsque je travaillais dans les usines, dans le secteur du papier journal, certaines personnes nous disaient que le téléphone intelligent et les tablettes pouvaient causer un jour gravement la survie du secteur où je travaillais. Je ne les ai pas crus. J'avais tort, de toute évidence. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a probablement plusieurs d'entre vous, je vois des dessus de tête d'ailleurs, qui sont en train de consulter un site d'actualité sur leur téléphone intelligent. Ça, c'est de la perturbation. Donc, ça change à vitesse grand V et tout ça s'accélère constamment. Et le plus grand danger, c'est le déni. Le déni de tout ce qui se passe, le déni que tout va vite. Et vous savez qu'au Québec, actuellement, oui, on fait des progrès, mais environ 20 de nos entreprises sont automatisées à 50 %. Chez nos voisins américains, c'est 55 des entreprises manufacturières. Et en Allemagne, toujours les premiers de classe, c'est 75 des entreprises qui sont automatisées à plus de 50 %. J'arrive de Hannover Messe, le plus grand salon de technologie au monde. J'accompagnais une délégation d'entreprises québécoises et de représentants de IQ, du MESSI et de la Chambre de commerce. Ce fut une expérience effectivement perturbante. Vous allez entendre parler de ça, bien entendu, un peu plus ce matin. Mais ce que j'en retiens, moi, c'est que d'abord au Québec, malgré les chiffres que je viens d'évoquer, on se débrouille très bien. On est dans un peloton en avant. Et le fait que, comme Michel le disait, que nous étions un kiosque au Québec, dans toute notre humilité, on avait des entrepreneurs qui étaient là, qui ont fait la différence. Mais surtout, les développements industriels qu'on a vus là-bas sont pratiquement illimités. L'industrie 4.0 est à ses débuts et nous avons tout intérêt à continuer à promouvoir l'innovation manufacturière et à proposer des solutions concrètes. Hannover Messe nous a aussi convaincus de la pertinence de 3 grands enjeux que nous avions identifiés au départ avec l'initiative. Contribuer à la mise sur pied de solutions pour diminuer la pénurie de main-d'œuvre. On le répète et on le répétera toujours. Et surtout de développer à long terme les formations pour les nouvelles compétences requises. Favoriser bien sûr l'innovation de procédés et de produits et appuyer les démarches de commercialisation à l'extérieur du Québec. De là, le plan qu'on s'est donné amenait des solutions concrètes. Des entrepreneurs, ça veut du concret. Il faut absolument que je vous parle du rôle de l'importance de nos partenaires. D'abord, ça me rappelle qu'une grande des conclusions que nous avons tirées de notre voyage en Allemagne, pour l'avoir fait aussi dans mon ancienne vie, c'est la
l'incroyable concertation et la mobilisation de l'industrie manufacturière en Allemagne. Les gouvernements, les entreprises privées se mettent ensemble dans d'audacieuses stratégies et d'appropriation de l'industrie 4.0. Et vous savez, notre modèle au Québec est éloquent et on s'en va vers un succès de concertation comme on ne l'a jamais vu ici au Québec. Et on était très rassurés de notre propre stratégie et de voir comment le mouvement qu'on a créé va se poursuivre. Donc, le premier partenaire qu'on a, bien entendu, il était un naturel et de choix, c'est le ministère de l'Économie, l'équipe du Messie. Je reconnais ici Jocelyn Dumas, que je remercie beaucoup. Les autres partenaires, le CRIC, le STIC, vous m'excuserez les acronymes, le Centre collégial de technologie, les CCTT, et j'en oublie beaucoup d'autres, qui sont d'importants partenaires de la tournée qui va se poursuivre. Et avec ces partenaires, on a réalisé d'importants projets qui se poursuivent aussi dans l'intérieur de nos 10 solutions, sensibiliser les jeunes, sensibiliser les filles à aller dans des métiers techniques, savoir où s'informer, d'un guichet unique avec Entreprise Québec qui fonctionne très, très bien. Aider les manufacturiers par des diagnostics aussi. On a plusieurs partenaires qui sont dans les diagnostics et ça aide beaucoup à donner de l'élan à l'initiative. Travailler avec les donneurs d'ordre du Québec pour être capable de produire plus chez nous en production locale. Bien entendu, les systèmes nouveaux et avancés de formation, on a à penser à des systèmes qui existent en Allemagne et qui évoluent très rapidement dans des modèles québécois. Depuis le début de l'initiative, on mentionne que la solution la plus facile, c'est le financement. Et c'est vrai. Ça veut dire que le monde des finances va aussi devoir rapidement se mettre à niveau à l'industrie 4.0. Nous, on y travaille déjà. On a un rôle de leadership par rapport au financement traditionnel. Et ce qu'on fait, nous, incite les gens à aller de l'avant. D'où 1 $ du plan d'investissement qu'on a mis de l'avant pour un 3 $ environ d'investissement privé qui l'accompagne. Pour moi, là, c'est un gage de succès. Et ce qui fait la différence maintenant, c'est l'accompagnement beaucoup plus que le capital. Il faut accompagner, supporter et aider les gens pour qu'ils investissent en toute confiance. Et c'est là que le secteur privé aussi joue son rôle, et c'est très bien, et ça doit se poursuivre. Le fait qu'au niveau de l'initiative, on est rendu à un mode où le leadership s'est installé chez plusieurs partenaires et dans un mouvement. Prenons les choses qui viennent et qui nous disent qu'on fait les bonnes choses. Il y avait récemment chez Bloomberg un article qui évoquait le leadership que le Québec avait pris en investissant malgré les enjeux de libre-échange potentiellement dans l'écosystème pour soutenir l'implantation de nouvelles technologies 4.0. C'était noté et le monde a pu lire ces choses-là. Depuis le début de la présentation, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose en commun entre Tesla, Amazon Robotics et la NASA, qui sont non seulement des organisations extrêmement avancées dans l'emploi des récentes technologies, mais aussi qui utilisent les talents du Québec. Tesla s'approvisionne, si vous ne le saviez pas, en pièces auprès de l'entreprise Verbon en Estrie. Amazon Robotics utilise des composants de robots fabriqués chez CIF Metal à Tetra Mines. Et la NASA, par l'intermédiaire d'un des fournisseurs officiels, bénéficie des technologies développées par Edify à Québec. Ça prend de la détermination et ça prend d'exceptionnelles qualités d'ingéniosité pour développer une telle clientèle. Ces entreprises-là sont des exemples et elles nous montrent le chemin. Et c'est pour ça qu'il faut continuer et faire mieux en ayant des employés imaginatifs, collaborateurs, des entrepreneurs qui sont prêts à passer à l'action. Et c'est ça qui contribue au succès de l'initiative manufacturière. Je termine en vous disant, bien entendu, que dans un contexte mondial extrêmement compétitif, accompagner et favoriser l'innovation manufacturière sera toujours un défi important, malgré notre petit marché. Mais je me permets, en terminant, de vous rappeler une citation du père de la deuxième révolution industrielle, nul autre que Henry Ford, qui a dit de façon très pertinente, « Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle toujours contre le vent. »
et non avec lui. Merci beaucoup et bon forum à tous. J'invite maintenant Monique à prendre la parole, notre présidente du conseil d'administration chez Investissement Québec. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la vice-première ministre, Monsieur le président de la Chambre de commerce, Michel Leblanc et notre PDG chez Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté. C'est un grand plaisir pour moi, Mesdames et Messieurs, d'être avec vous, de vous souhaiter aussi la bienvenue à ce forum qui est extrêmement important. Je retiens du forum et de toute cette tournée l'esprit de mobilisation, d'engagement, de collaboration et d'action qui ont marqué cette grande tournée à travers le Québec et qui, au fond, culmine avec le forum d'aujourd'hui. C'est le deuxième, on dit jamais 203, alors il y en aura certainement un troisième. Puis en même temps, bien, quand on en a deux de fait, bien, ça finit par être une habitude et c'est une super bonne habitude. Mon observation dans l'économie, il y a des choses dures sur lesquelles il y a des faits, sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a des actions. Il y a, comme vous l'avez mentionné, Madame la ministre, l'importance de l'investissement privé. Puis ça, c'est vous qui le contrôlez dans la salle. Mais il y a aussi, puis on en parlait ce matin avec Pierre-Gabriel et Michel, cette dimension psychologique, cette dimension de la confiance, cette dimension du momentum, quand on décide de se mettre ensemble dans un mouvement. Ce que vous avez évoqué, Pierre-Gabriel. Et moi, je pense que ce que je retiens et qui est fantastique, puis c'est parce que vous avez décidé d'embarquer là-dedans, c'est, avec les partenaires, c'est cette espèce d'énergie positive de créer, en fait, le momentum qu'on a dans l'initiative. Et c'est ce qui va nous permettre d'être parmi les meilleurs. Je vais vous dire aussi, j'ai eu le privilège de beaucoup travailler sur le Conseil sur l'économie avec d'autres collègues, au fond, à travers le Québec. Et puis, on a beaucoup parlé de talent, on a parlé d'exportation, d'internationalisation de nos entreprises, de croissance d'entreprises, comment on doit et on peut se distinguer par l'innovation et quels sont les avantages stratégiques du Québec. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que quand j'écoutais la ministre ce matin nous parler au fond, que la tournée numérique se mettait en marche, bien, j'aimerais vous en remercier et j'aimerais aussi vous dire qu'on est en train de travailler à l'initiative qui a été annoncée lors du budget avec le Réseau 200, qui va aussi venir appuyer l'accompagnement de nos entreprises au Québec. Je vais conclure, parce que vous avez hâte d'être en action, en faisant quelque chose d'important. Parce qu'à un moment donné, quand on travaille très fort, puis il y a des gens qui ont travaillé très fort, c'est important qu'on prenne quelques minutes pour reconnaître nos efforts. On a besoin de ça au Québec. Et j'aimerais que vous preniez vos applaudissements plutôt sur la fin. Je vais nommer quelques personnes. Donc, tout le groupe sous la direction de notre PDG chez Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté, dont toutes les équipes d'Investissement Québec qui ont travaillé très, très fort à l'élaboration de la tournée et du forum. Les équipes qui travaillent avec Michel Leblanc, c'est un vrai moteur, ça, pour la grande région de Montréal. Donc, on salue votre leadership avec toutes vos équipes. J'aimerais aussi, et je pense que c'est très important, souligner le travail de tous les partenaires et vous, comme entrepreneurs, qui êtes fortement engagés. Mais permettez-moi de conclure avec la ministre, son enthousiasme, son énergie. Je ne sais pas si vous la suivez sur les médias sociaux. Moi, je le fais. C'est étourdissant. Alors, qu'est-ce que ça doit être tous les jours? Alors, Madame la vice-première ministre, avec vous, votre ministère, les gens qui travaillent avec vous, ce que vous dites que vous allez faire, vous le faites. Alors, j'aimerais vous remercier de votre soutien, de votre engagement. Bonne fin de journée et on les applaudit très fort. Merci, Madame Leroux. Sans plus tarder, nous allons débuter le premier bloc de notre forum, intitulé « Le Québec prend le virage 4.0 », des bénéfices tangibles pour l'industrie manufacturière. J'inviterai Monsieur Louis Duhamel,
qui a partagé son expertise au cours des 2 tournées annuelles d'Investissement Québec et qui fait aujourd'hui sa présentation Point sur le manufacturier pour la 150e fois. J'invite également Monsieur Michel Leblanc à le rejoindre. Installe-toi. Alors, donc Louis, si j'ai bien compris, tu es ce qu'on appelle un vétéran. On pourrait dire, hein? Tu es le vétéran et en même temps, moi, je me souviens, il y a une époque où tu plaidais pour le manufacturier, innovant, puis on va se dire qu'il n'y en avait pas tant que ça de gens qui le faisaient. Et je voulais commencer par te demander, là, tu es allé en tournée, tu as présenté partout, tu rencontres des entreprises. Quelle est ton évaluation de l'industrie manufacturière à ce moment-ci? Comment tu vois, là, Monique parlait d'un momentum, toi, tu es dedans le momentum, comment tu le décrirais? J'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est comme une consécration. C'est vraiment extraordinaire de voir le chemin qui a été parcouru depuis les 2 dernières années. C'est vraiment formidable. On n'aurait pas dit ça, on n'aurait pas pu, je pense, espérer autant. Le secteur manufacturier va bien. Je ne répéterai pas les statistiques qui ont été données tout à l'heure, mais c'est un secteur maintenant qui croît à 2 par année depuis les 5 dernières années. Donc, on parlait toujours de déclin, on broyait du noir avec le secteur manufacturier. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est encore un secteur qui occupe une place très importante dans l'économie du Québec. Il faut que ce soit comme ça. C'est un secteur très résilient. 14 là, on se comparait au reste du monde, on est dans le top 10 mondial. Là. 14 le chiffre ne veut peut-être rien dire, mais il n'y a pas beaucoup de nations, surtout industrialisées, qui ont 14 de PIB manufacturier. Donc, une masse critique ici qui nous donne un avantage. On a un emploi qui est stable, un emploi manufacturier qui est dans le top 3 du Québec, qui est stable, 825 000 personnes, c'est du monde, avec surtout 22 d'un salaire supérieur à l'industrie et services. Donc, encore une fois, des emplois de qualité quand on parle du secteur manufacturier. Donc, à tous égards, c'est champion de l'innovation. Pierre-Gabriel l'a dit tout à l'heure. C'est champion de l'exportation. Hein? On ne peut plus taxer les corporations, taxer les individus. Il faut s'enrichir. Puis l'exportation, c'est la clé de la richesse. Et le secteur manufacturier le fait bien. Puis aussi, fait une contribution, le secteur manufacturier fait une contribution aux finances publiques. C'est important aussi de contribuer aux finances publiques. 13 milliards dans l'assiette fiscale de nos gouvernements, c'est quand même costaud, c'est quand même important. Alors tout ça, moi, je me réjouis. J'ai vu les investissements, on parle d'un milliard qui va en provoquer 4 fois plus. C'est ça dont on a besoin, donc de mousser les investissements privés, puis je pense qu'on y arrive. La ministre, tantôt, nous disait, le défi, c'est un défi de ne pas devenir complaisant. Tu disais, on a réussi à travers le temps à préserver une base manufacturière solide. Ouais. Là, elle a repris le chemin de la croissance. C'est des emplois plus payants. Puis en même temps, il y a cette transformation majeure qui a lieu. On appelle ça le 4.0. Comment tu évalues le 4.0 au Québec, la situation actuelle? Bien, il faut se dire que, comme partout ailleurs, c'est un phénomène qui est en émergence. Alors, souvent, on admire l'Allemagne, on admire l'Asie. Les PME allemandes ne sont pas plus avancées que nous. Il y a des grands groupes en Allemagne. On va voir Siemens, une entreprise extraordinaire qui a fait des avancées. Les grands manufacturiers d'automobiles, Porsche Audi, on a visité l'usine de Volkswagen, puis c'était, comme on dit, un eye-opener absolument majeur. L'usine est de la taille de Gibraltar, juste pour vous dire, là, 7 km², une usine. Disons qu'on ne voit pas ça souvent. La population de Drummondville travaille dans l'usine. Exactement. C'est absolument extraordinaire. Donc, mais malgré ça, les PME allemandes aussi se posent des questions à juste titre. Cette transformation-là, elle provoque beaucoup et ça demande d'avoir à la fois la confiance. Quand on dit, Mme Leroux parlait là, d'un momentum, la confiance, tout est là. C'est qualitatif, notre affaire aussi. Et moi, je pense qu'au Québec, là, je me dis toujours, pourquoi ce ne serait pas nous, les leaders de ce mouvement-là, du 4.0. Personne vraiment n'a pris la pole position. Pourquoi ce ne serait pas nous? On est déjà, au niveau des technologies qu'on appelle exponentielles, les champions de l'intelligence artificielle. On est dans l'Internet des objets, les métadonnées, les GAFA sont rendus chez nous. C'est extraordinaire de penser à ça. Alors, pourquoi? Il faut le vouloir avant toute chose. Est-ce qu'on le veut, oui ou non? Puis je pense que si on a ce vouloir-là, on peut être les leaders.
Louis, on se connaît depuis longtemps. Les gens ne le savent pas, mais on a travaillé il y a longtemps ensemble chez Sécor, il y a longtemps. Moi, j'ai toujours considéré comme étant un de nos optimistes en chef. Toi, tu regardes l'avenir, puis tu dis, OK, on va y arriver. Il y a probablement des freins qui font qu'au Québec, parce que là, je t'entendais, puis tu dis, on n'a rien envié à l'Allemagne. Moi, je pense que c'était généreux pour nous. Mais ma question, elle est celle-ci. C'est quoi nos principaux freins? Tu en as vu des entreprises. Qu'est-ce qui fait en sorte que, dans certains cas, on est à 25 d'automatisation, là où en Allemagne, c'est 75 Donc, quelque part, on est quand même un petit peu derrière quand vient le temps d'automatisation. Puis là, on bascule dans le 4.0 qui est beaucoup plus que l'automatisation. C'est quoi les freins? Ouais. En fait, je voudrais d'abord dire que rien ne s'est jamais fait sur cette terre sans l'optimisme. Je voudrais dire ça d'entrée de jeu. Rien ne s'est jamais fait. Le frein, puis on en parle tellement qu'il va falloir trouver des solutions puis s'y attarder parce que les ressources humaines, le capital humain, on en manque cruellement dans le secteur manufacturier. Puis si on veut rendre ça un peu plus précis, les ressources qualifiées et non qualifiées, alors on a encore pas mal de ressources non qualifiées dans le secteur manufacturier et on a un défi immense par rapport à ça. Mais dans la tournée, on s'est promené puis on était vraiment éberlué de voir la créativité dans les entreprises pour un petit peu tirer son épingle du jeu avec des moyens qui sont parfois limités. Et ça concerne tout notre secteur de l'éducation, bien sûr. C'est un peu compliqué, hein? L'éducation supérieure, l'éducation primaire et secondaire, la formation professionnelle. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de ministres aussi, il y a beaucoup de gens impliqués dans ça. Et je pense que le grand défi devant nous, c'est la transformation du travail, point à la lettre, dans tous les secteurs. La tournée numérique, on va parler de ça, c'est certain. Alors, c'est le plus grand défi sûrement du Québec à venir. Et il va falloir vraiment... il y a déjà une volonté politique que je sens qui est très forte. Ça, c'est la première chose à avoir. Elle est très forte actuellement. Mais il va falloir... On est condamné à trouver des solutions. Et parce que c'est le premier frein, les entreprises disent pourquoi j'investirais là-dedans? Je n'ai pas de ressources compétences. Aussi, j'ai des écarts de compétences. Personne ne s'occupait de ça. Le retour sur l'investissement aussi, les entreprises, hein, c'est la première donne, c'est très financier. Alors, visibilité sur ça va me rapporter quoi, quand, tout ça. On sait déjà que les investissements numériques, la période va être plus longue. On est friand du 12 à 18 mois. Ici, au Québec, en général, on aime ça vite retrouver son argent. Mais il va falloir parler de 3 à 5 ans. Là. Et ça, c'est culturel. Là. Ça, c'est pas acquis. D'avoir ça. Puis aussi, la question de l'engouement. Les entreprises se disent, c'est-tu ça, les bonnes technologies? Est-ce que ça va être stable? Si j'investis dans ça, est-ce que ça va être durable? Ou si dans 3 ans, il va y avoir une nouvelle version de ça? Alors, il y a cette question, encore une fois, qui revêt de la confiance. Mais moi, je pense qu'actuellement, on fait des bonnes choses. Il faut sortir. Il faut parler aux entreprises, il faut expliquer les choses, il faut montrer des bons exemples, il faut montrer des exemples. On parlait d'Artopex tout à l'heure, et il y en a combien d'autres qui vont de l'avant et qui ont aussi, l'autre frein, c'est le frein générationnel, qui ont déjà concrétisé cette relève de l'entreprise. Dans ce cas-ci, c'est la famille. Parfois, ça peut être fait d'autres façons, mais on a le secteur manufacturier, c'est le secteur avec l'âge moyen le plus élevé dans l'économie. Alors, la plupart des cas de relève de cédants sont dans le secteur manufacturier. Alors, ça aussi, on connaît tout par rapport à la relève. On a des chaires universitaires, on a des mécanismes financiers pour acheter les acheteurs. On a tout solutionné au Québec, à part une chose, c'est la psychologie du cédant. Ça, il va falloir s'attarder un peu à ça. Le cédant, il s'amuse, il aime ça, il est en poste. Il n'y a pas nécessairement l'intention de quitter les rênes. Alors, ça, va falloir qu'on s'explique les choses parce qu'il va falloir qu'elle finisse par se faire, cette relève-là. Donc, tu parlais de psychologie du cédant. Moi, je vais t'amener sur quelque chose que tu as dit juste avant. Souvent, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de techniciens, on parle de gens qui sont en informatique, des experts du data. On parle de gens qui vont travailler carrément sur les chaînes de montage ou les chaînes de production. Moi, je veux t'entendre peut-être dernier point sur les gestionnaires. Tu disais, oui.
on a peut-être une tendance à vouloir avoir un retour sur investissement assez rapide, ce qui fait que l'investissement à long terme devient un petit peu plus difficile, surtout dans de la technologie dont on n'est pas sûr. Comment tu vois nos gestionnaires au Québec? Est-ce qu'il y a un défi particulier? Tu sais, ton optimisme, je suis certain que te ferait dire on a le potentiel d'être parmi les meilleurs au monde. C'est du typique Louis Duhamel. On va y arriver. Mais ma question, c'est est-ce que les gestionnaires, présentement, ont cette audace-là puis ont ces compétences-là pour y arriver? Moi, je pense que oui. Il y a une compréhension de cette quatrième révolution industrielle. Ça, c'est pour le secteur manufacturier, mais elle est là dans les autres secteurs aussi. Le secteur manufacturier est un peu un traînard. C'est un peu des derniers secteurs au monde qui arrivent dans la transition numérique. Mais moi, je pense que quand il y a un bon concept d'affaires et surtout quand on va voir des concurrents, ce qui fait bouger les gestionnaires, on est en situation de libre-échange. On parle toujours de nous qui va exporter en Europe, mais l'Europe est chez nous aussi. Et il y a des grandes avancées en Europe et les nations germanophones, oui, mais d'autres. Alors, on est tous dans le même marché, puis on va se côtoyer beaucoup, là, plus qu'avant. Alors, moi, je pense que quand tu vois un concurrent qui est capable de faire les 3 choses qu'une entreprise manufacturière doit faire, puis qu'elle va le faire mieux que toi, c'est-à-dire faire un produit de qualité, un produit au bon coût, livré à temps. Puis il y a quelqu'un qui, cette équation-là, qui a l'air simple et qui n'est pas facile du tout, faire ça mieux que toi, je pense que, ne serait-ce que l'effet de réaction va être très rapide. Et je pense que la concurrence mondiale va nous aider à bouger davantage, parce que c'est ça qui fait bouger les gestionnaires qui sont scolarisés, qui sont bons au Québec. On a des fleurons dans tous les secteurs. On a parlé du secteur du textile, secteur du meuble. On a parlé déjà de 2 secteurs mous. On n'a pas parlé encore d'autres secteurs, disons, plus technologiques. Alors, c'est extraordinaire au Québec à quel point on est bon partout. Il faut cloner ces entreprises-là. Il faut parler beaucoup de bons exemples. Et la concurrence mondiale, je pense, être exposé à la concurrence, ça va faire le reste du travail. Alors Louis, on va se laisser là-dessus, mais ce que je retiens, puis comme tu vas continuer ta tournée, tu es le vétéran qui va aller parler à tout le monde, moi je pense que notre objectif, là, c'est ta dernière phrase, c'est qu'il faut qu'on amène nos gestionnaires, nos entreprises ici, à aller se frotter à la concurrence à l'international, puis aller donc, que ce soit Hanover Messe, que ce soit n'importe quelle opportunité l'année prochaine, tout le monde doit prendre l'avion, même les gestionnaires, puis aller se frotter à la concurrence, puis la voir sur place. Tout à fait. Je pense que les 65 personnes qui sont venues en Allemagne sont revenues bouleversés. Je pense que, pour avoir parlé à la plupart d'entre eux, la vie ne sera plus jamais pareille après avoir vu ça. C'est une bonne chose. Alors, il faut persévérer. Puis c'est tout le monde. Le fait qu'on a une salle pleine aujourd'hui, ça veut dire qu'on s'intéresse à la question. C'est le premier geste à poser, c'est de s'y intéresser, de comprendre le phénomène et voir comment ça va s'articuler dans ma réalité, dans mon entreprise. Merci beaucoup. Louis Duhamel, il va vous parler. Zora. Merci, messieurs. J'invite maintenant Madame Véronique. Bonjour, Siem, je suis contente de vous rencontrer. Merci, messieurs. J'invite maintenant Madame Véronique Roy, Monsieur Jean-Marc Roux et Madame Danielle Lafont à monter sur scène pour un panel animé par Madame Suzanne Blanchet, ambassadrice du manufacturier innovant pour Investissement Québec. Merci beaucoup, Zora. Donc, oui, on est fiers ce matin d'avoir réuni 3 belles entreprises, 3 entrepreneurs innovants qui ont vraiment des beaux cas de succès qu'ils vont nous partager. Mais dans un premier temps, ce qui est malheureux, on a juste 15 minutes. Donc, ça me rend toujours triste de faire ça, là, puis vous allez nous partager vos expériences d'une façon très expéditive. Mais dans un premier temps, pouvez-vous nous parler, c'est quoi votre entreprise, c'est quoi son créneau, votre ADN dans l'entreprise, et ça dans excusez mon anglicisme, là, mais dans un speech elevator. Fait que je vais commencer avec toi, Danielle. Oui, bonjour. Mon nom est Danielle Lafont. Je suis présidente de l'entreprise LabPlace. On fait des produits d'échantillonnage stérile qui sont destinés au marché agroalimentaire pharmaceutique.
On est situé à Sainte-Julie. On exporte 91 de notre production dans 54 pays via des réseaux de distributeurs. On a une centaine d'employés qui travaillent sur 3/4 de travail, mais ce qui nous distingue énormément, c'est qu'on travaille sur des machines de production qui ont été faites par nous, par notre département de recherche et développement. Et on a aussi un laboratoire de microbiologie qui nous aide à développer des produits et vérifier ce qu'on fait, vérifier nos propres tests. L'innovation chez nous, ça représente de la croissance constante depuis 30 ans et cette année, particulièrement 18 d'augmentation. Wow, bravo. Et vous, bravo. Oui. Oui, vous, Suzanne, Monsieur alors moi, Marcoux? je m'appelle Ouais. Jean Marcoux, je suis le PDG de CIF Metal, donc on parlait tantôt. Nous, on fait des pièces coulées en aluminium, plutôt volumineuses et complexes, à valeur ajoutée mécanisée, pour des multinationales à la grandeur de la planète. Donc, on est dans un milieu, nos clients achètent et vendent à la grandeur de la planète. Donc, on parlait d'Amazon Robotics tantôt. Donc, le défi, l'innovation, ça a été le moteur de la croissance de CIF aussi. Notre force de vente identifie auprès de joueurs mondiaux des opportunités de développer des procédés pour faire des pièces en aluminium coulé de haute qualité. Nos clients faisaient ça autrement, dans d'autres procédés, des mécanos soudés, et on arrive avec des solutions qui sont innovantes, plus rentables pour eux autres, mais on est dans un milieu de perfection, donc c'est le défi. Donc, quand on parle des 4.0, dans notre cas, il y a plusieurs pièces qu'on fait, qu'on n'est pas capable de voir la qualité des pièces lorsqu'on les produit. Donc, c'est seulement une collecte d'informations en temps réel et surtout la gestion en temps réel des paramètres de production qui nous permet de faire de la qualité. On est situé à Stratford Mines, on a 150 employés sur 2 usines. Et vous exportez? Presque toute notre production. Bravo. Et vous, Mme Roy, chez Plastique Micron? Alors, bonjour, Véronique Roy chez Plastique Micron. Qui est Plastique Micron? En fait, nous offrons et nous développons des solutions d'emballage rigide pour les secteurs principalement pharmaceutiques, mais également cosmétiques, alimentaires et industriels. Donc, en activité depuis plus de 45 ans. En quelques chiffres, donc, 3 sites de production au Québec et en Ontario, un site d'entreposage également. Fier employeur de 250 personnes maintenant. 250 millions de contenants produits annuellement, donc allant de 0,5 millilitres à 8 litres. C'est 50 de notre production qui est exportée à l'extérieur, donc du Canada, principalement aux États-Unis. On parle de 61 presses, donc très manufacturier, une ADN manufacturière depuis plus de 45 ans maintenant. Nous, on a entrepris un virage numérique depuis 2010. Bien avant qu'on entende parler du concept usine 4.0 pour répondre à des besoins très spécifiques. Dans la dernière année, je me suis souvent fait demander d'aller raconter notre histoire. Ça a été un peu une surprise pour moi parce que dans ma tête, tout le monde faisait ça. On se rend compte que c'est pas nécessairement le cas. Donc, je vais vous parler davantage de ce qu'on a fait chez nous plus tard. Parfait. Merci beaucoup. Bravo, toute une minute, vous êtes bons, vous êtes des stars. Donc, nous sommes nombreux ce matin à parler d'innovation, la ministre Pierre-Gabriel Côté, puis aussi de l'innovation manufacturière. Donc, on aimerait ça vous démontrer les progrès qui ont été réalisés chez vous, et ça en investissant dans des technologies que vous avez, des technologies de pointe. Donc, Mme Lafont, chez Laplace, vous avez entrepris un virage numérique depuis plusieurs années. Mais quels ont été les facteurs clés qui vous ont amené à investir pour prendre ce virage? Puis quels ont été les bénéfices? Bon, virage, on innove depuis le tout début déjà, fait qu'on a déjà une bonne partie de la production qui était automatisée. En 95, on avait notre premier ERP. En 2013, on a décidé que là, ça suffit les rapports de production pour savoir ce qui se passe. On a développé une plateforme pour nous permettre de mettre des tablettes partout dans l'entreprise pour savoir exactement ce qui se passait partout dans l'entreprise, donc des tablettes numériques, et compiler l'information. C'était super important pour nous autres, compte tenu de notre marché. Le niveau de traçabilité des produits, c'était important pour nos clients.
Et dernièrement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que compte tenu de la croissance des ventes, compte tenu aussi du manque de main-d'œuvre, il fallait aussi passer à plus et faire de la mise en boîte automatique des produits. Pour faire ça, évidemment, ben là, ça veut dire que la machine doit prendre en compte le contrôle de qualité, elle doit le prendre en charge. Et ça veut dire changer les contrôleurs, changer le servomoteur, rajouter des senseurs partout. Et déjà, juste en faisant ce bout de chemin-là, on a constaté que les machines avaient une efficacité qui augmentait de l'ordre de 15 à 45 %. On n'est pas encore rendu au niveau où on veut, c'est-à-dire l'on cumule l'information et ce qu'on souhaite faire à partir de l'automne, c'est vraiment, avec l'historique bâti, que la machine soit capable elle-même, sur la base des algorithmes, de dire à l'opérateur « arrête de vérifier la qualité à un sac sur 125 ou peu importe le produit ». Je vais te le dire, moi, s'il y a une variance et si je sens, si je suis capable de prédire, de voir qu'il va y avoir un problème de qualité, là, je t'appellerai. Viens pas m'achaler avant. Je t'appellerai quand je verrai qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, l'efficacité monte, les profitabilités montent, donc la qualité monte en même temps. Et la deuxième étape, ce sera après ça de passer à du deep learning, où là, la machine va elle-même s'ajuster et prendre en charge la déviance avant même qu'il se produise une difficulté. Wow. Et chez Plastique Micron, Mme Roy, qu'est-ce qui vous a motivé à rendre vos usines intelligentes? Vous avez fait ça fait déjà longtemps. Puis en même temps, comment on motive les employés? Parce que souvent, les employés ont peur à travers ça. Nous, ça a été clairement un désir d'accroître notre agilité organisationnelle et notre capacité à prendre des décisions dans de courts délais. Dans notre secteur d'activité, on ne se le cachera pas, des contenants de plastique, c'est un produit de commodité. Il y en a plein d'autres, comme nous, qui fabriquons un produit comme celui-là. Puis les joueurs avec lesquels on se bat, ce sont de très gros joueurs. On n'a pas cette flexibilité-là de se tromper au niveau des décisions d'investissement. Quand on parle de prendre les bonnes décisions, ça nous prend une clarté dans nos coûts de production. Donc, ça nous prend une connaissance approfondie des différents coûts de production, chose qu'on n'avait pas avant d'amorcer ce virage-là. Lorsqu'on a commencé les projets en 2010, c'était dans ce but-là. Je peux vous dire qu'on l'a atteint. L'ensemble de nos usines sont maintenant... en fait, on a accès à des données de fabrication en temps réel, un petit peu comme Mme Lafond l'explique. On a un système de traçabilité qui est si important pour le pharmaceutique également, très, très, très poussé, ce qui nous permet maintenant d'avoir une analyse de notre portefeuille de produits de façon très approfondie et qui peut orienter nos décisions d'investissement. Dans certains secteurs, on avait de la misère à aller chercher des contrats. À partir du moment où on a une connaissance des coûts qui est très précise, on est en mesure de faire du prix de revient, on est en mesure de mettre à jour notre système de soumission, de savoir quand on n'est pas efficace ou si on n'est pas capable d'aller chercher un contrat, pourquoi on n'est pas capable et c'est où qu'on doit investir pour justement diminuer ces coûts de production-là. Donc, chez nous, les gains sont bien présents depuis 8 ans maintenant, puis ça nous a permis de prendre des décisions et d'aller chercher des contrats de façon très concrète. Exactement. Eh bien, bravo. Et M. Marcoux, vous, chez CIF Metal, vous êtes démarqué quand même dans un secteur qui est très compétitif. Les fonderies, vous compétissez contre la Chine, le Vietnam. Qu'est-ce que le 4.0, vous l'avez expliqué, mais vous avez exploité encore plus le 4.0 avec vos clients. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Jean, j'aimerais faire un petit pas en arrière quand on parle de l'innovation. Oui. Nous autres, on a mis CIF Metal sur la map mondialement. Tu sais, quand je suis arrivé chez CIF, là, si on faisait aujourd'hui ce qu'on faisait à l'époque, on n'existerait même plus. Parce que avec la mondialisation, toutes les petites pièces plutôt faciles avec beaucoup de main-d'œuvre dedans, ça se fait même plus en Amérique du Nord. Mais innover pour faire des grosses affaires compliquées à valeur ajoutée mécanisée, c'est facile à dire dans une phrase, mais ça demande beaucoup de créativité, de mobilisation, de compétences, d'investissement, de risques calculés, c'est pas facile. Un coup que ça a marché, puis que la business va bien, puis c'est très rentable, c'est facile à dire, puis on ne lâche pas, on continue d'en faire encore plus. Mais je me rappelle dans le passé que ça a été assez difficile. Parce qu'on a pris beaucoup de risques calculés avec Amazon, avec GE, avec d'autres gens, où on a développé des procédés pour faire des choses
où le niveau de risque était très élevé, où on a fait de grands accomplissements, mais c'est impossible. Puis je regarde le thinking d'innovation, qui a le support, puis plus qu'on t'en parle, plus que ça devient une mentalité, la créativité, l'innovation, l'investissement, la réussite en finance, en encourage une suivante. Donc, c'est ce qui a été le moteur de développement de CIF. Mais un coup que tu as fait ces innovations-là pour des gens qui attendent toujours la perfection, la qualité parfaite à 100% du temps, un prix compétitif mondialement, parce que CIF actuellement compétitionne avec la Chine. J'étais au Brésil il y a un mois, chez GE au Brésil, et on est considéré maintenant comme le fournisseur local pour GE au Brésil en compétition contre la Chine. Là, on arrive au niveau de l'exécution de 4.0, la gestion de l'usine en temps réel avec la collecte de données pour s'assurer que la qualité est là, qu'on réagit rapidement. Quand on produit 24 heures sur 24, il y a toute une dynamique là-dedans, mais ça prend de la compétence. Très bel exemple. Et c'est pas facile. Mais très bel exemple, avec la technologie, vous êtes capable de fournir votre client, puis il pense que vous êtes à côté. Fait que ça aide beaucoup dans ce sens-là. Il y a encore des entreprises qui, puis Louis l'a mentionné, de l'investissement, des fois, est plus long, on s'attend toujours à du 12 à 18 mois, mais c'est peut-être plus 3 à 5 ans. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à un entrepreneur qui songerait à investir en innovation et dans le 4.0, puis qui ne sait pas par où commencer? Je ne sais pas si tu veux aller, Véronique. Je vous dirais que le premier élément que j'aurais envie de leur mentionner, c'est de bien cadrer peut-être son premier projet, parce que ce sont des projets qui sont évolutifs, qui peuvent se faire par module. C'est pas. Je pense qu'il y a un danger peut-être de vouloir en prendre trop large lorsqu'on commence un projet comme celui-là. Donc, bien cadrer son projet, d'avoir une solide équipe à l'interne. C'est pas vrai que ces projets-là se font à 100% avec des consultants. Ça prend des gens de l'interne qui sont impliqués dans les différents processus. Et lorsque les gens sont occupés déjà dans leur quotidien, c'est faux de penser là, que si on ne les libère pas, qu'on va arriver à des résultats concrets. Donc, je pense que ça serait ça, de bien cadrer son premier projet pour en faire un success story quelque part pour que les gens soient excités, si on veut, là, par... Parfait, merci. Moi, j'irais un petit peu plus loin. Je dirais dans un premier temps, il faut voir qu'est-ce qui va donner de la valeur. Ou dans quel espace, dans quel coin de l'entreprise tu peux faire une création de valeur, tu peux te démarquer. Ça peut être en marketing, comme ça peut être en production, mais il faut commencer par s'interroger où je vais pouvoir créer de la valeur. Okay. Puis après ça, effectivement, comme Madame dit, y aller par des petits projets et bâtir sur ces petits projets-là, mobiliser, c'est comme ça que tu mobilises. Tes gens, ils voient les réussites. Et vous, Jean? Je suis entièrement d'accord avec eux autres. Tu sais, en business, quand on est entrepreneur ou qu'on est à tête d'une organisation, il faut avoir une vision réaliste, qui est à long terme. Si on fait juste... tu ne peux pas avoir toujours à court terme parce qu'il y a plusieurs choses que tu ne ferais pas. Donc, il faut avoir un thinking à long terme, mais réaliste aussi avec les ressources. Et le défi aujourd'hui, c'est d'avoir les ressources. D'où nous autres, la main-d'œuvre immigrante qui est si importante pour nous. Oui, vous avez fait un projet spécial d'avoir des gens qui travaillent chez vous, des ingénieurs, des Philippins. De notre côté, 50% de notre force d'ingénierie actuellement, c'est des Philippins. Des gens extrêmement compétents dans la conception et programmation 3D. Dernière question. Comme ça va vite, la technologie évolue, la concurrence aussi, les marchés, puis qu'on souhaite qu'il faut intégrer de l'innovation. Mais quelles sont, selon vous, les prochaines avancées technologiques à surveiller dans votre industrie ou dans les industries que vous avez vues ou vous avez vu ailleurs? Vous dites là, ça, faut que je pense à ça dans mon entreprise. Je vais commencer avec toi, Jean. De notre côté, naturellement, l'impression 3D de pièces métalliques. Un de nos principaux clients en développement actuellement, c'est des fabricants qui font de l'impression 3D, desktop metal aux États-Unis. Pour nous autres, c'est une menace réelle à moyen long terme, d'où la stratégie qu'on a eue de faire des pièces très grosses et tester à l'hélium, sous vide et tout. Donc, de ce que je vois de notre menace, de notre angle mort technologique, l'impression 3D, ils vont graduellement imprimer en quantité importante des plus petites composantes en grappe, mais le jour qu'ils vont être capables de faire des grosses composantes comme nous autres, si volumineuses, de façon aussi efficace que nous autres et à valeur ajoutée mécanisée et souvent avec des propriétés particulières, d'étanchéité, ainsi de suite, je pense qu'il y a encore un bon bout, mais c'est quelque chose qu'on a dans notre langue de mort et dont on reste conscient. Parfait.
Daniel, j'ai la place. Nous, on regarde beaucoup de ce temps-là l'information qu'on peut aller chercher au niveau des sites Internet, etc., où on peut regrouper l'information pour créer plutôt des communautés d'intérêt et d'être capable à ce moment-là de mieux cibler le client ou enfin d'amener l'internaute à nous suivre et éventuellement à vouloir avoir le produit, donc d'être beaucoup plus proactif. Puis on voit ce qui s'en vient avec, je pense qu'on va en entendre parler, là, des nouveaux assistants de Google. C'est incroyable ce qu'on peut faire de ce côté-là. Wow. Et en terminant? Chez nous, je vous dirais qu'on a débuté l'analyse de projets là, en termes de robots collaboratifs. Donc, évidemment, nous, on est dans Chaudière-Appalaches principalement. Pas besoin de vous dire que la pénurie de main-d'œuvre chez nous, c'est effectivement assez intense. Donc, les robots collaboratifs, non pas pour couper des postes, mais bien pour pouvoir produire. Tantôt, quand on mentionnait on va chercher certains contrats, puis on n'est pas sûr d'être en mesure de les réaliser, bien, c'est ce qui se passe chez nous. On est dans un contexte où on doit arrêter des presses parce que malheureusement, on manque de gens. Donc, les robots collaboratifs, là, avec nous, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir partagé vos expériences de manufacturiers innovants et bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous. C'est maintenant au tour de Madame Solène Brouard-Gaillot et de Monsieur Alexandre Leclerc pour un panel animé par Madame Sylvie Pinsonneau. Alors, bonjour à tous. Bonjour Solène. Bonjour Alexandre. Avant de passer aux questions, moi, je dois vous dire que je me sens très honorée d'être avec vous aujourd'hui, deux jeunes leaders inspirants qui sont dans l'innovation. Alors, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est moi qui suis très honorée. Un grand plaisir, un grand plaisir. Alors, passons maintenant aux questions. Je vais commencer avec Solène. L'entreprise que tu diriges, Polystiver, c'est une entreprise qui a développé un procédé industriel qui est unique au monde, au point où vous avez réussi à signer une entente de partenariat avec Total. Total, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une multinationale, en très peu de temps. Et vous avez aussi un ADN, une culture d'innovation là, qui est dans votre sang. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, du parcours de l'entreprise, les grands jalons depuis la création d'entreprise à aujourd'hui? Oui, certainement. Donc, effectivement, je m'appelle Solène Brouard et je suis la présidente fondatrice de Polystiver. Donc, nous, on est une compagnie, on a développé un procédé innovant pour recycler le polystyrène. Ça, c'est un plastique. Il est mieux connu sous le nom de styromousse. Et donc, on a développé un procédé industriel qui utilise la chimie verte pour faire ce recyclage-là. Au niveau des jalons, alors j'ai incorporé la compagnie en 2011. C'est là que j'ai vraiment eu l'idée. Mais moi, j'ai une maîtrise en administration des affaires. Je ne suis pas un chimiste. Donc, au tout début, j'ai vu un marché et c'est Recyc Québec qui nous a donné le premier coup de pouce, on va dire. En particulier Nicolas Belrose, à qui je dis merci infiniment. Et c'est vraiment, ils nous ont donné 16 000 $ pour essayer. C'est ça qui a vraiment parti la compagnie. Et ensuite, ça ne marchait pas. Non, c'est vrai, au début, le procédé ne marchait pas du tout, ce n'était pas du tout sous contrôle. Donc, on a essayé beaucoup de choses. On a fait une intense phase de recherche et développement, mais vraiment intense, là. Et finalement, c'est le professeur Roland Côté qui a trouvé la solution en 2014. Donc, intense et longue, la phase de R&D. Et donc, il a trouvé cette solution en 2014. Puis là, on a pu commencer les mises à l'échelle, donc faire de plus en plus gros. Et en 2015, on a fait une démonstration de technologie. Donc là, on était déjà à Anjou, dans l'usine où on est présentement. Et cette démonstration de technologie, là, ça nous a permis d'attirer des investisseurs tels que Ange Québec et Cycle Capital Management. Et à partir de là, on a pu commencer à grossir et puis à continuer notre recherche. Donc, on a fait une percée vraiment au niveau du recyclage et c'est ça qui a intéressé Total. Donc, en 2017, on a signé avec Total. Cette année, 2018, on démarre une usine de démonstration qui est donc dans Anjou. Et l'année prochaine, 2019, vente de la première licence. Bravo, bravo. Merci.
Alexandre, l'application de POCA, l'entreprise que tu diriges, c'est une application de contenu, de formation pour les manufacturiers qui sont à l'ère du 4.0, donc des usines intelligentes. On sait que l'application se retrouve dans plusieurs usines à travers le monde. Et justement, pour accélérer ta croissance sur les marchés européens, les marchés américains, tu as clôturé dernièrement une ronde de financement de 10 millions de dollars. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi c'est si innovant, l'application de POCA dans le secteur manufacturier? Parfait. Bien, avant de partir POCA, moi, j'ai travaillé chez 10 ans chez Biscuits Leclerc. C'est la compagnie familiale. Puis un des gros enjeux qu'on avait dans nos usines, c'est qu'on investissait beaucoup en automatisation. Et on voyait qu'on avait certains enjeux pour transférer le savoir-faire d'opérer ces équipements-là dans le milieu industriel. Puis mon père était un peu tanné, honnêtement, que quand on accueillait les employés, on leur donnait un calepin, des cartables, puis un crayon, puis tu vas apprendre à opérer des équipements. Nous autres, on voulait avoir un aspect beaucoup plus innovateur. Donc, de pouvoir donner à un employé un iPad, puis dire, regarde, sur ça, tu vas avoir accès à toutes les informations qui se passent dans ton usine. Je vais pouvoir voir, moi, ce qui se passe dans les usines aussi pour vous appuyer. Puis, tout l'aspect formation, d'avoir des vidéos de formation plutôt que de lire des documents, c'est un des aspects qu'on trouvait qui était intéressant. Puis aussi de pouvoir partager l'information. Donc, nos plus grosses usines sont au Québec. On veut aussi aider nos usines dans d'autres régions. Donc, de pouvoir partager notre savoir-faire à travers nos usines, c'était un de nos gros enjeux. Donc, je pense que c'est la facilité de partager le savoir-faire entre usines qui fait que POCA est une plateforme innovante. Est-ce que je me trompe aussi en disant que c'est un outil, on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est un outil de valorisation des talents, oui. Des métiers techniques, et puis les gens se sentent très fiers d'être filmés puis qu'ils deviennent une source de référence pour former d'autres gens? Exactement. Tout le monde aime ça, être reconnu comme un expert dans ce qu'ils font. Puis POCA met ça en valeur là, dans les usines. Très bien, très bien. Ça aussi, je pense qu'on devrait l'applaudir. Sur ça, on a vu tout à l'heure que contrairement à ce que certaines personnes pensent encore, que le secteur manufacturier est en déclin, bien, c'est faux. C'est faux. C'est un secteur qui va très bien. C'est un secteur qui est en plein essor et c'est un secteur qui est rempli d'opportunités. On parle vraiment de la jonction de la technologie avec les machines, avec les humains, rempli d'opportunités. Et si je vous demandais, pour vous, qu'est-ce qui fait en sorte que le secteur manufacturier, c'est un secteur d'avenir? En fait, qu'est-ce qui vous a attiré vers le secteur manufacturier? Solène? Alors, pour moi, clairement, le secteur manufacturier, c'est tout à fait un secteur d'avenir sur vraiment ses porteurs pour deux raisons. La première, c'est qu'on fait face à des défis environnementaux tout à fait majeurs et que pour les régler, on a besoin du secteur manufacturier. Nous, on fait du recyclage de plastique. Je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment, des plastiques, le plastique dans l'océan, etc. On a besoin d'usines pour récupérer et recycler ces plastiques-là. Pareil, si on veut capter les gaz à effet de serre ou réduire les émissions, c'est des procédés industriels qui vont faire ça. J'entendais hier qu'Alcoa, ils ont parti une aluminerie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Ben, c'est super, c'est vraiment ça qu'on veut, là, de continuer à faire des produits innovants, toujours des meilleurs produits, avec une belle croissance, mais une croissance durable. Alors ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, ben, c'est évident que pour être performant aujourd'hui, on a des besoins des technologies de l'information, les IT, et puis effectivement, nos usines, elles ont besoin d'être connectées. Donc nous, notre usine, elle est grandement automatisée. On a un automate qui s'appelle un PLC qui organise la production. Dans notre cas, il s'agit surtout de mesurer des ratios d'un produit par rapport à l'autre, des temps de résidence, des durées de processus, etc. Donc définitivement, le secteur manufacturier, pour ces deux raisons, protection de l'environnement et puis technologie de l'information, c'est clairement un secteur qui est un secteur d'avenir tout à fait porteur et vraiment intéressant. Excellent. Alexandre, ta vision? Pour moi, ben, tu sais, mettons, je regarde chez Biscuits Leclerc. Avant, il y a à peu près 30-40 ans, on devait faire à peu près, mettons, 200-300 bar-tendres ou biscuits par heure. Maintenant, on fait à peu près 650 000 biscuits ou bar-tendres à l'heure. Quand on arrive devant une ligne de production, chez Biscuits Leclerc, il n'y a pas personne qui touche aucun produit, aucune boîte, aucune palette. Tout est automatisé. Puis de voir 26 robots emballer des produits, c'est quand même assez, je vous dirais, assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y a une très grosse transformation versus dans le temps que mon grand-père était en affaires versus maintenant, aujourd'hui.
c'est totalement différent. Donc, moi, je pense que tout l'aspect technologique fait que c'est vraiment attrayant pour les jeunes de nos jours. Excellent. Bien, ça m'amène un peu à la prochaine question. On sait que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu majeur du secteur manufacturier, mais aussi de d'autres secteurs d'activité de l'économie du Québec. Dans le plan de l'Initiative manufacturière d'Investissement Québec, il y a des solutions qui visent à adresser l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Mais si on regarde nos jeunes qu'on a besoin qui aillent s'inscrire dans les métiers techniques au collège, au secondaire, pour qu'on ait vraiment des talents pour supporter nos manufacturiers, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'ils soient davantage attirés vers le secteur manufacturier? Alors, moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui, des événements comme ça pour expliquer à quel point le secteur manufacturier est intéressant, en croissance, puis que c'est des bons emplois, stables et bien payés. Donc, il faut transmettre cette information-là. Et je pense que les jeunes, ils vont être très réceptifs à ça, parce que la protection de l'environnement, ça les touche. Les IT, évidemment, ils sont très agiles avec ça. Et puis, des emplois bien payés, ben, c'est ça qu'on veut pour avoir une famille. Donc, il faut leur dire, et je suis sûre qu'ils vont être réceptifs au message. Donc, beaucoup de sensibilisation, d'information. Oui, définitivement. Ouais. J'imagine d'aller dans les réseaux sociaux, là, hein? Les jeunes, ça n'écoute plus la télé comme on écoutait, nous. Moi, c'est exactement ça. Puis, si on veut connecter avec les jeunes, il faut être où ce que les jeunes sont. Moi, c'est souvent, mettons, je vais être sur mon Facebook, puis je vais avoir des posts de, mettons, Canam qui postent une vidéo ou des positions ouvertes. Donc, ça, c'est des affaires qui connectent les gens, puis ils peuvent regarder la vidéo, puis voir ce que c'est de travailler là-bas. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, je pense que ça démystifie un peu l'image que les jeunes avaient du milieu manufacturier là, il y a 30 ans, 40 ans. Là. Exactement, exactement. Très bon point. Maintenant, si on regarde vos deux entreprises, c'est des entreprises innovantes. Vous devez avoir une culture d'innovation. On en a parlé tout à l'heure avec Solène. Mais est-ce que vous avez différentes générations d'employés dans l'organisation et comment on fait pour instaurer une culture d'innovation avec différentes générations d'employés? On n'est pas tous de la génération des milléniaux, là. Alors, comment on fait pour avoir une culture d'innovation? Peut-être on va commencer avec Alexandre, tiens. Bien, moi, je vous dirais, chez POCA, la moyenne d'âge est assez jeune. OK. Mais chez Biscuit Leclerc, ça fait 113 ans qu'on existe. Je vous dirais qu'on a des gens qui ont 45 ans d'ancienneté chez nous. Puis, une des choses qui a été une des constantes chez Biscuit Leclerc, c'est le changement. Puis, on va toujours se innover. Chaque génération, c'est la 5e maintenant, doit amener quelque chose de nouveau. Et les employés savent qu'on va innover dans nos usines, mais on va innover avec nos gens. On va investir sur eux pour qu'ils soient capables d'évoluer avec la technologie dans nos usines. Donc, c'est un peu ça, nous autres, notre approche. Les gens savent que, oui, on va investir dans nos usines, mais on va investir sur nos gens, puis on va faciliter le transfert puis le changement. Excellent. Solène, chez toi? Alors, chez nous, on a vraiment tous les âges dans la compagnie. On a des personnes très, très jeunes. Le dernier que j'ai embauché, un technicien, là, il y a 23 ans. Et puis, on a tous les âges jusqu'à nos chercheurs, professeurs hautement gradués, PhD, qui sont retraités, en fait. Ils travaillent avec nous après leur carrière à l'université. Alors, on a tous ces âges-là, et puis donc pour favoriser la communication, on va dire, pour favoriser le fait que tout le monde travaille dans le même sens avec ces nouveaux moyens-là, on a des personnes qui sont assignées en particulier à faire l'accompagnement d'une personne un petit peu moins jeune pour lui montrer comment fonctionne tel ou tel logiciel, etc. Donc l'accompagnement, ça c'est bien important. Et puis la deuxième, c'est au niveau culture du changement. Dans notre cas, on est une start-up. Donc, on est en perpétuelle évolution. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis aux employés quand ils arrivent chez nous, premier jour, première entrevue, là. On est en perpétuelle évolution. Ce qui est vrai un jour ne va pas être vrai 3 jours après, là. Ça va vraiment vite à ce point-là. Donc, il faut le savoir. Et puis, il ne faut pas être perdu. Alors, si d'un coup on se demande qu'est-ce qui se passe, etc., ben, on communique beaucoup, on va voir les personnes, on explique, bon, alors effectivement, il y a eu tel changement, pourquoi. Donc, vraiment, beaucoup de communication, puis des agents qui sont dédiés à ça, à favoriser la communication, l'explication et l'accompagnement. Excellent. Le temps file. Dernière question, je vous dirais, si on vous demandait en quelques mots, de nous donner un conseil à tous et aux entrepreneurs dans la salle qui veulent se partir en affaires et qui veulent vraiment commercialiser une innovation, ça serait quoi le seul conseil que vous leur donneriez?
Parce qu'on manque de temps, là, on pourrait en avoir plus, mais on va se limiter à un chacun. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment, faites des rêves. Rêvez des trucs vraiment incroyables, des choses formidables. Rêvez, puis essayez. Vous allez voir, ça marche. C'est bon, ça. Toi, Alexandre, en quelques mots, un conseil? De ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Moi, c'est vraiment ça. Je peux vous dire, j'ai un background plus usine alimentaire que CEO d'une compagnie de technologie, donc j'ai vraiment sorti de mes éléments. Là. Je vous dirais, je code pas. Là, fait que, mais en s'entourant des bonnes personnes, on est capable de bâtir une super belle équipe puis d'atteindre des choses assez incroyables en groupe. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est d'oser puis de bâtir une bonne équipe. Très bonne idée. Très bonne idée. Bien, écoutez, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé notre échange. Moi, j'ai adoré l'échange. On pourrait continuer toute l'après-midi, c'est certain. Des gens exceptionnels qui ont beaucoup de choses à partager avec nous, mais le temps file. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, mesdames, messieurs. J'inviterai maintenant Michel Leblanc, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à venir échanger avec l'équipe de Robotic First, en direct du salon d'exposition. Alors, on est à quelques minutes de la pause, mais avant, je voulais vous faire un teaser. Donc, on va avoir un duplex avec des amis qui sont de l'autre côté. On a Martin Régimbal et Salma Azgloul qui est là. Et je vais échanger avec eux. Je vais commencer par toi, Martin. Tu as accompagné des étudiants à la compétition de Robotic First en mars dernier. Il y a des gens qui doivent savoir c'est quoi, mais dis-nous en quelques mots, là, c'est quoi cette initiative-là? C'est quoi le défi qui est lancé aux jeunes? Absolument. Bonjour à tous. Donc, Robotic First Québec s'associe au milieu des affaires, milieu entrepreneurial, milieu universitaire et scolaire pour initier les enfants de 6 à 18 ans, à la robotique. Alors, on fait ça dans un contexte ludique, un contexte entrepreneurial aussi. On organise pour 10 000 jeunes Québécois, dans le cadre d'une ligue internationale, des compétitions de robotique pour les tranches d'âge que j'ai nommées de 6 à 18 ans. Donc, ça permet aux jeunes de connaître le domaine lié à la robotique, de comprendre la robotique et l'entrepreneuriat grâce à des mentors, puisque les programmes, nos 3 programmes, sont basés définitivement sur l'apport de mentors, donc de gens de la communauté qui viennent aider les jeunes bénévolement à construire des robots, à comprendre des enjeux de société et de sciences, et de venir présenter ça dans le cadre d'un tournoi, d'un festival. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Festival de robotique de Montréal. Ça a effectivement eu lieu à Montréal en mars dernier, où on a reçu près de 10 000 personnes, des participants, mais aussi des spectateurs. Et ce qui est intéressant pour les enfants, c'est que ça leur présente ce programme-là sur une base internationale. On a eu des jeunes du Brésil, de France, des États-Unis qui sont venus côtoyer les jeunes là, du Québec dans le cadre de cette compétition-là. Et tout dernièrement, on revient là, de Détroit et quelques jeunes du Québec, quelques équipes du Québec ont participé au championnat mondial. Ils sont revenus évidemment surexcités de tout ça. Alors ici au salon, on a quelques équipes qu'on a invitées, des jeunes, des programmes compétition de Robotic First qui visent les 14-18, mais aussi la Ligue Lego First, des plus jeunes, donc de 9 à 14 ans, qui peuvent parler de leur expérience. Alors je vous invite évidemment tous et toutes à venir nous visiter dans le cadre du salon. Merci Martin. On a à côté de toi, je pense que c'est Selma. Oui, c'est Selma, Selma. toi, tu as été avec ton équipe au dernier tournoi à Montréal. D'abord, félicitations d'y être allé. Puis explique-nous donc un petit peu, c'était quoi ton expérience, puis surtout, qu'est-ce qui faisait ton robot? En fait, notre expérience, dans le but de la compétition, justement, il fallait créer un robot. Donc, nous avions des objectifs, mais également des défis. Donc, c'est sûr qu'à la compétition, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc il faut être prêt à tout.
C'est sûr que lorsque nous sommes en train de construire le robot, c'est en vue de la compétition. Mais lorsqu'on arrive à la compétition, c'est une autre ambiance. C'est vraiment une ambiance magique. Il y a un dynamisme exceptionnel. Puis, dans notre équipe, chacun connaît ses qualités et ses défauts. Donc, on forme vraiment une dynamique unique. Également, qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment un gros professionnalisme coopératif entre toutes les équipes. Donc, malgré le fait que tu puisses expérimenter des difficultés durant la compétition, il y aura tout le temps un esprit de coopération. Donc, il y aura tout le temps des autres équipes qui pourront venir en aide à vous en cas de difficulté, justement. Donc, les autres équipes t'ont aidé. Qu'est-ce qui faisait ton robot? OK, donc, j'en venais justement, c'est que notre robot est capable d'aller apporter des blocs et de les mettre dans les bascules. Le but de cette année, c'était justement de pouvoir accumuler le plus de points en mettant des blocs sur des bascules. Donc, la bascule devait pencher de ton côté pour avoir le plus de points possible. Donc, tu as une bascule. Attends juste qu'on comprenne tout, c'est une bascule. Ton robot mettait des blocs d'un côté, le robot d'une autre équipe mettait des blocs de l'autre côté. Exactement. Donc, il fallait que ça penche de ton côté pour justement emmagasiner le plus de points. Notre robot, il était assez bien équipé. Nous avons voté plutôt pour une stratégie qui est simple mais efficace. Donc, notre robot était assez simple et il était très mobile. Donc, on pouvait l'apporter. Il était léger et mobile, donc il pouvait vraiment aller n'importe où dans la zone de jeu. Qu'est-ce qui était cool plutôt aussi, c'est que notre robot était aussi équipé de sensors. Donc, au cas où s'il était près d'un mur, il pouvait savoir quand s'arrêter. Il y avait aussi des petites tâches automatisées qu'il pouvait faire par lui-même. Par exemple, attraper le bloc, les pinces pouvaient se refermer par elles-mêmes. On utilisait aussi la pneumatique dans notre robot, donc l'air comprimé qui va faire que les pinces lèvent ou descendent. Puis c'est ça en général. C'est ça en général. Selma, ouais. Bravo. Je vais te demander... Je vais te demander une dernière petite chose. Tu as le droit de ne pas répondre si tu veux pas. Des fois, c'est sensible ces questions-là. Tu as quel âge, Selma? J'ai 14 ans. Je vais bientôt avoir 15. Bientôt 15. Bravo, bravo. Alors... Merci. Donc, c'est un teaser pour vous dire qu'on a une pause. On va faire une pause d'environ 30 minutes. On va vous indiquer là, rapidement quand est-ce que ça va recommencer. Mais Selma et Martin sont juste de l'autre côté, ici. Il y a des exposants, il y a des robots, il y a des gens qui ont envie de vous parler. Donc, je vous invite à prendre cette pause, dégourdir les jambes, réseauter et aller les voir de l'autre côté. Merci beaucoup à vous deux. Très inspirant. Bon succès dans l'avenir. À tout de suite.